était une... Bonjour, vous êtes bien, vous êtes vraiment bien sur France 5 et c'est Riposte numéro 178. Déjà, eh oui. 6 avril 1994, il est 20h30. À l'approche de l'aéroport de Kigali, capitale du Rwanda, l'avion du président Habyarimana est abattu. Quelques heures plus tard commence le 3e génocide du XXe siècle. Après la Shoah, après le Cambodge. Génocide qui, en 3 mois, allait faire près d'1 million de victimes dans une relative indifférence du monde, occupé qu'il est, le monde, par l'effondrement du bloc de l'Est, se remettant de la première guerre du Golfe et quelque peu hanté par l'avenir de l'intervention en Somalie. Près d'un million de morts. Et pendant ce temps-là, la France cohabite. François Mitterrand est à l'Élysée, Édouard Balladur est à Matignon. 10 ans après, le Rwanda commémore ce génocide à Kigali. À la tribune, le président Kagame accuse la France. Les Français, je le cite, les Français ont sciemment entraîné et armé les troupes gouvernementales et les milices qui allaient commettre des génocides et ils savaient qu'ils allaient commettre un génocide. Incident diplomatique, on l'imagine. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Renaud Muselier, écoute son voyage. Il qualifie les propos du président d'humiliants, mensongers, offensants. 10 ans après, des plaies sont rouvertes, des questions émergent. Quelle est la responsabilité de la communauté internationale? Quelle est, évidemment, la responsabilité de la France? Peut-on prévenir ou stopper une telle tragédie? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes invités que je m'empresse de vous présenter. Patrick de Saint-Exupéry, vous êtes journaliste au Figaro et vous êtes l'auteur d'un réquisitoire implacable, l'inavouable, sous-titre « La France au Rwanda » aux éditions des Arènes. Un livre qui pointe de manière terrible les responsabilités françaises dans le génocide rwandais, tiré de votre expérience personnelle d'envoyé spécial au Rwanda pour le Figaro. Nous vous écouterons avec attention et avec gravité. Jean Hatzfeld, vous êtes écrivain, vous êtes auteur de 2 ouvrages bouleversants sur le génocide rwandais, l'un sur les victimes dans le nu de la vie, et l'autre, au fond, sur les bourreaux, une saison de machette au seuil. Avec vous, ce sont par les mots des uns et des autres que nous ferons une plongée au cœur de ce terrible génocide. Mario Bettati, vous êtes professeur de droit international et vous êtes le père, avec Bernard Kouchner, du droit d'ingérence. Pour vous, la France n'a pas à avoir honte de son action au Rwanda. Nous écouterons vos arguments, bien sûr. Bernard Cazeneuve, vous êtes maire PS de Cherbourg et vous avez été en 1998 le rapporteur de la mission d'information parlementaire sur le Rwanda, qui était présidée par Paul Quilès, on s'en souvient. Vous nous en rappellerez les conclusions et vous réagirez, bien sûr. Vous entendrez sur ce plateau. Et Annick Kayetesi, vous avez 24 ans. Vous paraissez moins d'ailleurs, vous avez 24 ans. Vous êtes rwandaise et vous êtes rescapée du génocide. Nous allons vous écouter. Et je voudrais tout d'abord vous demander, il y a 10 ans, vous aviez donc 14 ans. J'avais 14 ans. Vous aviez 14 ans. Et vous viviez à Boutaré, une petite ville, je crois, avec votre mère, votre frère, votre sœur et 2 cousines. Qu'est-il arrivé à votre famille? Donc moi j'habitais dans la région de Boutaré, c'est au sud du Rwanda. C'était la ville la plus modérée au Rwanda. Et le génocide n'y a pas commencé le 7 avril comme à Kigali, mais le 19, le 18 ou le 19 avril, quand le président intérimaire Sindi Kubwao est venu faire un discours demandant qu'on écarte les gêneurs et qu'on se mette au travail. Et chez moi, ils sont arrivés le 30 avril à midi, je crois que c'était un samedi. Ils ont d'abord tué ma mère parce qu'elle leur avait donné de l'argent. Elle était gestionnaire d'une école, donc elle a donné la caisse de l'école. Et les premiers, ils lui ont cassé l'arrière de la tête, mais ils ne l'ont pas tué. Ils sont partis avec l'argent. Il y a eu un deuxième groupe qui est venu avec des camions des travaux publics pour nous amener aux fosses communes parce qu'à ce moment-là, il ne fallait plus tuer dans les maisons parce que c'était trop visible et que ça donnait beaucoup de travail. Parce qu'après les avoir tués, il fallait venir les ramasser, les corps. Donc ils ont amené tout le monde. Moi, je suis restée complètement par hasard parce que j'avais pris un trousseau des clés de ma mère avant de sortir de notre cachette. Et ils m'ont gardé pour ouvrir les portes. Je leur ai ouvert les portes. Et le camion devait revenir me rechercher. Il n'est pas revenu. Mais entre-temps, j'ai aussi menti. J'ai demandé si on tuait aussi les Hutus. Ils m'ont dit non, les Hutus, on ne les tue pas. Et l'ethnie est donnée par le père. Donc moi, j'ai dit que mon père était Hutu. Ils m'ont laissé ce jour-là. Ils sont allés vérifier à Vous avez été sauvée par ce mensonge. J'ai été sauvée 12 heures par son mensonge parce qu'ils sont revenus le lendemain parce que j'avais menti.
Et quand ils allaient m'emmener, c'est un militaire qui m'a sauvé, un militaire Hutu, qui n'était pas d'accord pour qu'on me viole, parce que lui, il a pensé qu'on m'avait gardé pour me violer, ce qui était plus que courant pendant le génocide. Donc il m'a sauvé cette première fois comme ça. Il y a eu une deuxième fois où j'ai failli me faire tuer 30 fois, parce que tous les jours... Donc votre mère a été tuée devant vous? Ma mère a été tuée devant moi, oui. Il y a les militaires qui sont revenus dans le deuxième groupe. Ils l'ont achevé. Il y en a un qui lui a donné un coup de baïonnette et ils l'ont tué là. Et les autres, ils ont été les tués à la fosse commune. Je n'ai pas assisté à leur mort. Les autres, c'est-à-dire les autres membres de votre famille? Voilà. Mais j'ai ma grande sœur qui en est revenue, qui m'a raconté ce qui était passé. Elle avait été laissée pour morte. Et donc jusqu'au mois de juillet, donc je risquais de me faire tuer à tout moment. Tu étais caché comme ça? J'étais dans l'école, j'étais cachée. Je servais de bonne aux collègues de ma mère qui m'avaient donné à plusieurs reprises, mais à chaque fois il s'est passé quelque chose qui a fait que je n'ai rien eu. Ce n'était pas parce que j'avais plus de chance, parce que j'ai été particulièrement plus intelligente que les autres et que j'ai pu me cacher, rien du tout. C'était vraiment le hasard. Providence. Voilà. Et j'ai retrouvé ma sœur un mois plus tard, qui était totalement méconnaissable. Elle avait été blessée beaucoup à la tête, à l'épaule, au cou. Et elle a une dizaine de traces de machette sur le cou. Ils ont refusé de leur tirer dessus parce que les balles étaient trop chères. Une balle était beaucoup plus précieuse qu'elle ne vit à nous, parce que le problème, c'était pas qu'on se fasse tuer. De toute façon, on devait se faire tuer. Vous n'étiez pas des hommes, vous n'étiez pas des filles, vous n'étiez pas rien, quoi. On était des cafards. Des cafards. On était les cafards, les Inyendis. Et on a donc on est resté là jusqu'au 3 juillet, où on a été évacué par les militaires de l'opération turquoise. Les Français? Les Français, qui ne nous ont pas aidés auparavant, qui étaient très proches de nous, mais parce que c'était censé être une opération humanitaire. Pour l'opération humanitaire qui était l'opération turquoise, on n'a pas eu un médicament, on n'a pas eu un pansement. Ma sœur était gravement blessée. Elle pourrissait. On nous a évacués donc le 3 juillet parce que le FPR arrivait, c'est-à-dire les Fronts patriotiques rwandais, arrivaient donc au port de Butare, et on était avec des enfants des génocidaires, dont les enfants du préfet intérimaire, dont les enfants des maires, parce qu'ils les avaient laissés là avant de partir vers le Zaïre. Et on nous a évacués pour fuir, oui. Et on nous a évacués donc avec ces enfants-là. On nous a abandonnés des victimes. Voilà. Ils ont pris tout le monde. Nous, ils nous ont abandonnés au Burundi. Ils n'ont pas demandé d'autres nouvelles et ils ont amené les enfants de génocidaires au Zaïre. Vous êtes là aujourd'hui sur ce plateau. Hein. On va revivre tous ces événements durs. Merci. Merci de nous avoir raconté ça. Vous vivez en France depuis cette époque? Je vis en France depuis août 94. Je me tourne vers vous, monsieur de Saint-Exupéry. Est-ce que vous reconnaissez en Annick ces hommes, ces femmes, ces enfants qui ont vu l'horreur? Donc vous écrivez dans votre livre, il y a une méthode infaillible pour les reconnaître. Parlez-vous comme des gens comme Annick, quoi. Scrutez-les, plongez votre regard dans le leur et patientez. Après quelques minutes, apparaîtra comme une brume qui vous aspirera irrésistiblement. Annick est un cas exceptionnel. Elle arrive à raconter ce à travers quoi elle est passée avec une dignité absolument stupéfiante. Elle a accompli un travail sur elle-même incroyable. La plupart des rescapés sont dans un état de fragilité beaucoup plus fort. Ils sont fêlés à l'intérieur, il y a des déchirures. Et, pour moi, il y a deux types de rescapés. Il y a ceux qui ont réussi à dominer ce à travers quoi ils ont vécu. Je ne crois pas qu'ils soient la majorité, mais je ne suis pas retourné au Rwanda depuis 1996, donc là c'est un mot un petit peu gratuit. Et il y a les gens qui restent encore déchirés à l'intérieur et qui oscillent entre plusieurs univers et qui n'arrivent pas à s'accrocher à un univers. Jean Hatzfeld, vous avez recueilli, vous, je le disais, les paroles brisées des rescapés, mais aussi celles des tueurs. Hein. Ces tueurs que vous avez trouvés pour la plupart d'ailleurs sereins et calmes. Comment peut-on passer de la victime au bourreau comme ça? Qu'est-ce qui vous a intéressé, passionné, bouleversé dans cette quête de la parole du bourreau aussi? Alors, d'abord, je voudrais faire un petit rectificatif concernant ce que Patrick Saint-Exupéry vient de dire. Annick, on ne va pas en parler comme quelqu'un dont on va parler que ça, mais elle n'est pas une exception. Elle est une exception parce qu'elle a envie, ça c'est sûr. Oui. Mais elle n'est pas une exception parce qu'elle parle. Les rescapés parlent.
ils parlent différemment. C'est vrai que de vivre en France permet à Annick d'aborder les choses différemment, probablement, puis elle a peut-être aussi plus besoin de ça. Mais les rescapés parlent à condition qu'on accepte une attitude qui est d'ailleurs le propre de l'attitude du rescapé d'un génocide et qui distingue donc ces rescapés de tous les autres, c'est-à-dire ceux des guerres civiles, c'est que les rescapés n'éprouvent pas le besoin de témoigner. On a vu ça après la Shoah. Exactement. Il faut bien se rendre compte que autant un rescapé d'une guerre civile ou d'une guerre normale a envie de témoigner, a envie d'accuser, a envie de pleurer, a envie de réclamer, a envie de revendiquer, autant un rescapé d'un génocide, pour la plupart du temps, ne croit plus à cela. C'est comme s'ils se sentaient coupables d'avoir survécu. Ils se sentent coupables, d'ailleurs, ils se sentent coupables d'avoir survécu, ils se sentent honteux d'avoir été animalisés, parce qu'il a souvent vécu, comme le disait très bien Annick, dans une situation humiliante. Ils ont été animalisés, c'est-à-dire que, par exemple, ils ont vécu dans des marais, ils ont vécu plein de boue, avec des poux, ils ont été affaiblis, ils n'ont pas pu avoir les gestes humains qu'ils auraient aimé avoir par rapport à leurs enfants, par rapport à leurs frères, par rapport à leur famille, etc. Et donc, ils sortent de ça humiliés, honteux et meurtris, et ça bloque aussi la parole. Mais il y a aussi quelque chose qui est qu'ils ne croient plus à l'histoire. Ce qui leur est arrivé n'est pas seulement une tragédie parce qu'ils ont perdu des gens, mais c'est parce qu'on a voulu les exterminer. Avoir senti qu'on a voulu vous éradiquer de la terre crée quelque chose qui n'est pas compréhensible pour quelqu'un d'autre. Un rescapé, une fois disait Innocent Rouliza, disait un rescapé d'une certaine façon, il ne croit plus tout à fait vivant parce qu'il n'est plus celui qu'il était auparavant et d'une certaine façon, il vit un peu de cela. Donc en fait, ils parlent beaucoup, mais le plus souvent entre eux, parce qu'ils pensent aussi que ça n'intéresse pas les autres. Ça n'intéresse pas les autres et qu'ils vont peut-être pas être crus. Donc il y a comment aussi raconter, cela. comment voilà. dire, comment dire c'est vrai. C'est ça. Donc il y a ça. Alors pour répondre à votre question... Et les bourreaux. Alors les bourreaux. Moi j'ai fait un premier livre, donc j'ai travaillé pendant 2 ans avec des rescapés. Dans le nu de la vie, ensuite vous avez fait les saisons de Machette, qui est du côté des bourreaux. Voilà. Et donc pendant tout ce temps-là où j'ai travaillé sur le premier livre, et même en 94, quand j'étais allé au Rwanda, je n'avais pas pensé une seconde travailler avec les tueurs, avec les bourreaux. Tout simplement parce que ça n'avait pas d'intérêt. Ce n'était pas une question morale, ce n'était pas une question de principe, c'était parce que chaque fois qu'on l'en rencontrait, ils allaient vers le Congo, on les voyait en Belgique, on les voyait en France, etc. Ça n'avait aucun intérêt parce qu'ils mentaient, ils ne se souvenaient de rien, ils avaient été obligés, etc. Donc c'était des menteurs, c'était l'attitude normale de criminels qui savent que s'ils vont parler, ça va les envoyer en prison. Ils se taisaient. Mais après la sortie de ce premier livre, donc sur les rescapés, il y a beaucoup de lecteurs qui m'ont posé cette question. Ils me l'ont posée de manière assez saine, c'est-à-dire c'était pas du tout vous donnez la parole aux uns, il faut donner la parole aux autres. C'est pas un équilibre entre le... Pas du tout. C'était quand même ce qu'ils ont fait est tellement inimaginable puisqu'ils ont tué finalement comme on travaille, sans haine, sans excitation, sans éthylisme particulier. Ils ont travaillé à horaires réguliers, avec rémunération, etc. Couper pour tuer, c'est ça, comme un truc de banane, quoi. On coupe des têtes comme on... Exactement. Banane, et donc les gens m'ont beaucoup posé cette question. Et donc j'en ai parlé dans ce village où j'ai travaillé, à Nyamata. Et j'en ai parlé, c'est quelqu'un qui a eu cette idée, qui m'a dit, écoute, tant que tu vas t'adresser à des gens en liberté, tu n'y arriveras pas. Le dialogue sera sourd. Tant que tu vas t'adresser à des gens individuellement, tu n'y arriveras pas non plus. Ceux qui sont en prison déjà. En prison, en bande, et surtout des gens qui ont déjà été condamnés, donc ils ne peuvent pas penser que ce que je vais leur dire puisse leur desservir ou les desservir. Et surtout des gens, et ça c'est les circonstances exceptionnelles de ce livre, pour lequel j'y suis pour rien, donc je dis exceptionnel sans aucune forfanterie, c'est que ces gens-là sont allés directement, dès cette période de tuerie, au camp des réfugiés, donc dans l'ex-Zaïre, au Congo, au pénitencier. Et donc ils n'ont toujours pas affronté la réalité de ce qu'ils ont fait. Ils n'ont toujours pas affronté le regard de leur famille, de leurs enfants, des familles de leurs victimes, etc. Ils vivent d'une certaine façon dans une bulle. Voilà, une sorte de bulle. Ils n'ont jamais rencontré Annick. Ils n'ont jamais rencontré. Si j'ose dire. Et je pense que s'ils l'avaient rencontré, ils n'auraient pas pu parler. Ils n'auraient pas pu parler? Non. Mais pourtant, on a vu les gens à Nuremberg après n'éprouver aucun remords. Hein. On a vu tout ça, hein, vous le savez. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ils peuvent raconter les faits, mais ils ne peuvent pas raconter ce qu'ils ressentent, comment ils l'ont fait, et surtout comment ils ressentent. Écraser un cafard, tuer un cafard, c'est pas très grave après tout. Hein, c'est ça qui est monstrueux, c'est ça qui est absolument époustouflant, c'est que quand on rencontre les uns et les autres, on s'aperçoit, ce que vous soulignez tout à l'heure au début de l'émission, c'est que les rescapés éprouvent une culpabilité. Et pas les bourreaux. Et pas les bourreaux. Et donc, on est bouleversé de cela. Henri Benatti, je vous ai vu réagir. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jean Hassel. Je voudrais quand même dire qu'actuellement, au tribunal pénal international pour le Rwanda, les accusés sont bien obligés de répondre aux questions qu'on leur pose et aux accusations qu'on leur adresse. Et leurs avocats
même si les accusés ne répondent pas directement, les avocats s'efforcent d'expliquer, de tempérer, le cas échéant de plaider coupable, d'ailleurs, parfaitement. Donc il y a quand même moins de loi du silence depuis que le tribunal fonctionne. Il a condamné 16 personnes depuis le début. Alors on va dire 16 personnes par rapport au GLW, mais Nuremberg, il y a 19 condamnés seulement. Tout. Par rapport à l'ampleur de la Shoah, c'est dérisoire. Et qu'est-ce qui est important à Nuremberg et qui serait important pour le tribunal pénal? Ce sont les actes qui vont constituer la mémoire authentique du génocide, comme les 41 volumes du tribunal de Nuremberg sont aujourd'hui encore la bibliothèque la plus importante de lutte contre le révisionnisme et le négationnisme. D'accord, mais à quoi ça a servi en fait l'histoire? Répète atrocement. Enfin, on sait bien. On est entièrement d'accord. Je me suis battu avec Badinter pour que les actes soient désormais sur Internet. Ils le sont. Maintenant, il faut inviter nos jeunes, les nouvelles générations, à aller le consulter. Bien sûr que si personne consulte Internet, on ne saura jamais ce qu'il y a dans le tribunal. L'histoire de l'humanité ne retient pas les massacres précédents, comme si tout ça ne servait à rien. Comme si après la Shoah, on pouvait faire le Cambodge, comme si après le Cambodge, on pouvait faire le Rwanda, et comme si demain, il pouvait se passer autre chose ailleurs. Oui et non, parce que les tribunaux, le tribunal pénal pour l'ex-Yougoslavie, il s'efforce aussi de débusquer le génocide. Quand même, ça sert à quelque chose, la mémoire. Ça sert. Ça n'est pas le vide total. Je crois qu'il y a quand même un résidu historique engrangé et qui doit servir de base à la conscience collective. Que le monde vous écoute et que Dieu vous écoute aussi, s'il est là. Je suis passé devant le tribunal international de l'Arusha à titre de témoin. L'ambiance est assez stupéfiante quand vous êtes dans la salle du prétoire à Arusha et que vous voyez l'accusé et que vous entendez les témoins. Les accusés rient. Rient en salle du tribunal. Ils rient. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils trouvent ça drôle. Enfin, ils rient. Et c'est une manière d'humilier les témoins. Et dans tuer une seconde fois, de tuer encore leur famille une seconde fois. Vous êtes dans l'enceinte, dans la salle de prétoire. Vous avez les juges, les magistrats, les avocats. Vous avez ce décorum qui est extrêmement réduit à Arusha, qui est très très simple, mais qui est là malgré tout. Et vous avez d'un côté les accusés sur lesquels pèsent de très lourdes charges. Là, en l'occurrence, c'était dans le cadre du procès du préfet de Kibouye, qui a été condamné à vie. Donc les charges très très lourdes. Vous avez ces accusés qui rient. Vous avez les témoins qui essayent de raconter et qui n'y arrivent pas, qui sont bloqués et qui parfois sont confus et qui parfois sont contradictoires. Et vous avez l'accusé qui rit et qui relève chaque contradiction parce que le témoin a du mal à se souvenir. Il s'arrache le cœur. Et en même temps, et j'en ai fini, vous avez ces accusés qui rient et qui n'hésitent pas en sous-entendu à menacer. Les sous-entendus sont très clairs. Oui. Attention, nous allons finir le travail. Ils le disent en pleine salle de prétoire. Non seulement pas de remords, mais on va continuer. Vous êtes toujours des cafards. C'était en 98 et je pense pas que c'est énormément changé depuis. Il faut que quelqu'un nous explique là, pour nos téléspectateurs, l'origine de la haine. D'abord, comment des hommes se sont transformés en machines à tuer. Il parlait de travail pour extermination, etc. Comment c'est venu? Quelle est l'origine de cette haine entre Hutus et Tutsis? Parce qu'ils ont toujours vécu ensemble, hein, les Hutus et les Tutsis, etc. Les premiers, donc, qualifiant les seconds de cancrelats et de vermine qu'il faut exterminer. À quand remonte-t-elle? Qui peut me dire? Allez-y. Juste une chose toute simple. Oui, très simplement. Un génocide, c'est quelque chose de très particulier, de très très particulier. C'est pas des massacres, c'est pas des tueries, c'est pas de la haine, c'est au-delà de ça. C'est lorsqu'un père ou une mère peut tuer ses enfants au nom d'une idée. Là, vous êtes sur un génocide. Et c'est un geste qui va se faire un jour, le lendemain, ça va durer 100 jours. Comment un père et une mère peut tuer son enfant? Alors, comment arrive-t-on à ça? Il faut casser tous les tabous, tous les interdits que chaque homme porte dans sa tête. On a tous des interdits, on sait que si on fait certains gestes, on va transgresser la norme. Et là, il faut casser. C'est une entreprise de destruction d'une population entière. Et comment on casse une population? On la terrorise, on la choque. Si tu fais pas ça, je vais te tuer toi. On crée la peur. Le ressort du génocide, c'est la peur. C'est lorsque vous arrivez à terroriser une population entière, alors vous êtes dans une condition qui peut déboucher sur un génocide. Mais oui, pardon, je voulais compléter là-dessus. Un petit peu. Oui, je vous en prie. C'est-à-dire que quand on écoute les tueurs, et ça c'est tout à fait intéressant de les écouter sur ce point-là, on s'aperçoit, quand ils nous racontent leur enfance et quand ils nous racontent leur vie, on constate des analogies tout à fait frappantes, mais vraiment très intéressantes avec ce qui s'est passé en Allemagne. C'est-à-dire que je résume en quelques phrases, il y a instauration d'une dictature, Hitler à Biarimana. Puis, et qui annoncent ce qu'ils vont faire. Exactement. Ils vous disent on va faire un génocide. C'est ça que j'allais dire. Donc voilà.
premier discours des deux, il y en a qui sont de trop dans la société allemande, les Juifs. Il y en a de trop qui sont de trop dans la société rwandaise, les Tutsis. Et s'instaure un climat qu'on appelle antisémite ou antitutsiste et qui va crescendo. Avec ce climat antitutsiste ou antisémite, un crescendo dans la violence. Expropriation, ségrégation, démarcation, violence physique, agression, tuerie et une impunité qui va avec. Troisième étape, déclaration de la guerre. 39 en Europe, 92 au Rwanda. Et c'est dans ce climat de guerre, enfin dans ce contexte de guerre, avec le climat d'une vingtaine ou d'une trentaine d'années, dans les deux pays c'est à peu près la même chose, le dictateur au pouvoir, que peut démarrer le génocide. Ce qui ne veut pas dire que chaque fois que les circonstances se renouvelleront, il y aura génocide. D'accord, mais ça n'explique pas l'origine de la haine. Enfin, le calque que vous faites est absolument saisissant. Allemagne, Rwanda. Mais comment ça peut venir? Je ne dis pas que ça excuse, mais comment on peut comprendre Monsieur Cazeneuve, vous voulez intervenir aussi? Oui, Monsieur Cazeneuve, là-dessus, sur l'origine de la haine. Oui, je voudrais intervenir sur ce point en reprenant le rapprochement qui vient d'être fait par Jean Asfeld entre ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui s'est passé au Rwanda. Je crois qu'il y a un point commun entre les deux situations, c'est qu'il y a eu en Allemagne, comme avec les nazis, comme au Rwanda, un génocide qui aboutit à l'extermination des Juifs et des Tutsis au Rwanda. Ça, c'est la similitude, l'analogie que l'on ne peut pas contester. Pourquoi des gens pour le reste, je crois que les situations sont quand même très, très, très différentes. Lorsque Habyarimana arrive au pouvoir en 1973, il apparaît à cette époque-là, aux yeux des observateurs internationaux et y compris aux yeux d'un certain nombre de responsables politiques de son pays, comme quelqu'un qui peut moderniser son pays. Et il met d'ailleurs dans son gouvernement, au début, des responsables politiques qui sont issus de toutes les ethnies. À partir de 1990, la situation se dégrade. Et c'est sur ce point que je voudrais revenir parce que je crois que l'enchaînement des événements entre 1990 et 1994 explique quand même une grande partie de ce qui s'est passé après. En 1990, il y a une attaque qui est l'attaque du FPR, c'est-à-dire des Tutsis qui ont été obligés, compte tenu de ce qu'était la nature du régime, de partir vers l'étranger, notamment vers l'Ouganda. Et à ce moment-là, la communauté internationale s'en mêle, et notamment la France. Et un certain nombre d'erreurs d'appréciation politique sont commises par la communauté internationale, et notamment par la France, qui sont des erreurs politiques qui doivent être qualifiées, et qui reposent sur l'idée qu'il faut que le partage du pouvoir s'instaure. Et pour que le partage du pouvoir s'instaure, il faut que l'équilibre militaire entre les forces en présence, c'est-à-dire le FPR d'un côté et les phares de l'autre, Tutsis et les phares de l'autre, c'est-à-dire l'armée rwandaise, soit maintenu. Ouais. Et pour atteindre cet objectif-là, on soutient le gouvernement de monsieur... j'arriverai jamais à dire... On le soutient au-delà de ce que l'on doit faire. On le soutient au-delà de ce que l'on doit faire. Oui. On le soutient dans des conditions... Pour des raisons bonnes et mauvaises à la fois. Dans des conditions politiques qui sont hautement contestables et que le rapport que nous avons élaboré... Je tiens à en profiter pour le dire, parce que j'entends dire que ce rapport est un rapport qui était destiné à blanchir la France, etc. Bon, c'est un excellent rapport. Oui, c'est un excellent rapport qu'il faut lire, que tout le monde doit lire pour avoir une idée sur le Rwanda et du processus. J'aurais d'ailleurs beaucoup aimé, M. Saint-Exupéry, vous l'entendre dire à l'occasion des émissions auxquelles je ne participais pas et auxquelles vous avez participé au cours des derniers jours. Ce rapport-là est un rapport qui est extrêmement sévère sur la politique qu'a conduit la France et qui fait des propositions pour que les choses ne se reproduisent pas. Plus jamais. Et je pense qu'il faut aussi, lorsque l'on regarde les événements qui se sont produits entre 1990 et 1994, qu'on les regarde avec rigueur et qu'on essaie de faire un travail d'examen de la totalité du comportement des acteurs, que l'on regarde les faits sur pièce et que l'on essaie de faire progresser la vérité historique que l'on doit aux victimes du génocide. J'entends bien, monsieur Cazeneuve, s'il vous plaît. Quand on entend ce qu'a dit monsieur Asfeld, quand on a dit que ce génocide était préparé, annoncé, hein, ils s'en cachaient pas, les autorités tout. Comment la France n'a pas dit, comment elle n'a pas réagi? Enfin, comment vous expliquez ça, vous? Franchement, maintenant, avec votre conscience et le recul. D'abord, pour ce qui concerne la préparation du génocide, nous avons examiné, moi je ne peux parler que de ce que je connais, je ne peux pas parler des pièces auxquelles je n'ai pas eu accès. Nous avons procédé, absolument, mais nous avons procédé à l'examen de plusieurs milliers de pièces, télégrammes diplomatiques, télégrammes des attachés de défense, documents émanant du Quai d'Orsay. Mais à aucun moment je n'ai vu dans les documents qui m'ont été
communiqués et ces plusieurs milliers de pages de documents déclassifiés, qui étaient pour un certain nombre d'entre eux confidentiels défense ou secret défense, dire de la part d'un militaire ou d'un ambassadeur, un génocide se prépare, il faut faire attention. Je ne l'ai pas vu écrit. Monsieur Dati, vous voulez compléter ce que dit M. Castaldi? Un mot. Je crois qu'il n'y a pas pour le Rwanda d'équivalent de Mein Kampf, qui programme la politique future. En revanche, oui, bien sûr. Vous avez dit qu'ils s'en sont inspirés. Oui, ils s'en sont inspirés. Vraiment. Dans la maison, dans le palais de Habyarimana, les premières choses qui ont été découvertes, c'est Mein Kampf. Mais il n'y a pas eu de publication ni de diffusion, etc. En revanche, et je crois qu'il faut ajouter à tout ce qui a été dit, je suis tout à fait d'accord, il y a un phénomène qui déclenche le processus, c'est à partir du moment où on récupère toute une série de difficultés internes pour en attribuer la responsabilité à un bouc émissaire. Car c'est le mot qui n'a pas encore été prononcé et il me semble essentiel. Le déclenchement. Tout est prêt, mais personne ne dit on va génocider. En revanche, du moment où on a un bouc émissaire pour dire, vous savez, il y a des difficultés chez nous, internes, économiques, sociales, politiques, internationales, c'est la faute des Tutsis, à ce moment-là, le processus est en marche et il peut se démarrer très très vite. Nous, Français, on n'est pas là à ce moment-là. Nous, le 6 avril, il y a combien de Français là-bas? Il y en a, 94. oui, il y en a peu. Et je crois que vous avez tout à fait raison de dire, aucun télégramme diplomatique n'a pu revenir la chose. Personne n'avait vu. Une cinquantaine de Français. Oui. Donc on n'était pas en mesure de non soldats, plus. une cinquantaine, de l'ordre de la cinquantaine. Alors pourquoi le président, qui est Kagame, dit, il y a quelques jours là, il accuse le gouvernement français d'avoir armé, entraîné sciemment les soldats gouvernementaux et les milices qui allaient commettre un génocide, alors même qu'il savait qu'il préparait ce génocide. Alors pourquoi il dit ça? Je pense qu'il faudra lui demander. Parce que s'il le dit, c'est qu'il doit avoir des éléments. Ça serait bien qu'il étaye ce qu'il annonce. C'est évidemment la bonne réponse. Mais je crois que là aussi, il faut faire attention à l'amalgame. En effet, la France a armé le gouvernement et l'armée de Habyarimana. Mais armé de comment? Avec des chars, des avions, des hélicoptères, des automitrailleuses. Or, le livre de M. Asfeld le dit bien, le massacre il a été fait à la machette. Il n'y a pas d'industrie française de la machette. Alors soyons cohérents. Soyons cohérents. Donc vous voulez dire, pas du tout, c'est un massacre africano-africain, des Noirs tuent d'autres Noirs, et nous n'allons pas chercher... Voilà. Que nous ayons eu tort de soutenir un gouvernement qui ne le méritait pas, c'est clair. Et ça, le rapport le dit. Mais pour autant, à aucun moment la France n'a décidé de participer au génocide. Il faut donc bien distinguer. Il n'a pas fermé les yeux non plus devant un génocide. Oui, peut-être. Encore que, attention, n'oublions pas aussi que c'est quand même une intervention à dominante française, turquoise, quelques mois après, qui a arrêté le génocide. Et sauvé la vie de dizaines de milliers de gens. Et d'autre part, qui a participé à la mise en place du tribunal pénal international. Donc, trop tard, on est tous d'accord, imparfait, mais en même temps, on ne peut pas dire que tout a été fait avec la complicité de la France. C'est deux choses tout à fait différentes. Annick, un mot. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me choquent dans vos propos. C'est d'une part que le président Habyarimana est un modéré et que c'est qu'en 90 que ça commence. Non, mais je parle à Monsieur Cazeneuve parce que le président Habyarimana, il ne faisait pas un gouvernement avec toutes les ethnies. Lui, c'était une politique plutôt régionale entre les Hutus du Nord et les Hutus du Sud. Il n'y avait pas des Tutsis dans le gouvernement, d'une part. Le génocide a été préparé, la solution finale, l'idée finale d'en terminer avec les Tutsis est arrivée dans les années 90. Mais elle était latente depuis les années 59. Les Tutsis qui reviennent, qui attaquent en 90, ils ont été chassés en 59, dans les années 60, en 73, quand le président Habyarimana arrive. Et pour ce que vous dites, le génocide a été fait par des machettes, d'accord, mais il y a des textes qui montrent où les massacres sont arrivés. L'argent pour acheter les massacres, les machettes, d'où est-ce qu'elles venaient. Et par contre, alors qu'est-ce que vous voulez dire à travers ça? Désolé, le génocide n'a pas été arrêté par l'opération turquoise. L'opération turquoise a permis que le génocide continue dans la région où était la zone turquoise. Je suis allée l'année dernière, on a été à Murambi. Et à Murambi, il y a 5 survivants qui ont été là pendant l'opération turquoise. Allez les voir et entendez ce qu'ils vous racontent. Non, parce que... oui, monsieur Cazeneuve, ce que vient de dire Annick, parce que c'est très important de répondre sur ces éléments qui contribuent au rétablissement de la réalité historique. Moi, je n'ai jamais dit que le président Habyarimana était un président modéré. Jamais. Je considère qu'il était à la tête d'un régime haïssable et que ce régime porte une très lourde part de responsabilité dans ce qui s'est passé. J'essaie simplement, par souci d'honnêteté intellectuelle et de reconstitution d'une vérité historique, qu'on vous doit
et que la communauté internationale se doit elle-même de resituer les événements dans leur enchaînement de manière à comprendre dans sa complexité ce qui s'est passé dans ce pays entre 1990 et 1994 et situer la responsabilité de la totalité des acteurs, la France et les autres. Ce que je constate, c'est qu'entre 1990 et 1994, notamment au lendemain du discours de La Baule, des négociations dont on ne parle pas du tout à l'occasion de ce 10e anniversaire et qui sont des éléments explicatifs importants de ce qui s'est passé, qui sont les négociations d'Arusha, qui aboutit à la mise en place d'un gouvernement transitoire à base élargie auquel participent plusieurs représentants de l'opposition à Habyarimana et qui échouent ces accords d'Arusha au mois d'avril 1994, au moment où l'avion du président Habyarimana est abattu. Qui a tiré sur l'avion du président Habyarimana? C'est un élément qui, dans l'histoire, comptera de savoir qui était le disent que c'est l'actuel président. Ça ne change en rien. Ça ne change pas. Que le génocide, Absolument. Je suis absolument d'accord avec vous, mais c'est un élément important de l'histoire. Et deuxièmement, je dis également que si on veut situer la responsabilité des acteurs, il faut situer la responsabilité de tous les acteurs. Et lorsque on décide au sein de l'ONU, pour des raisons qui tiennent au traumatisme que les Américains ont connu en Somalie, de diminuer le nombre de militaires de la MINUAR en plein génocide alors qu'on sait qu'il faut des forces d'interposition pour éviter les massacres, la responsabilité n'est pas seulement française, c'est une responsabilité internationale. Et lorsque l'opération turquoise est engagée, elle est engagée avec tous les défauts que l'on sait, et ces défauts-là, il faut les identifier, les qualifier aussi, parce qu'il n'y a personne qui veut y aller à part la France. Donc seule la France y va. Seule la France y va. Et effectivement, lorsqu'Annick dit que des pansements n'ont pas été donnés, que des remèdes n'ont pas été apportés, que la France n'est sans doute pas intervenue dans les conditions qu'on attendait d'elle, c'est sans doute juste, mais dans les auditions que nous avons effectuées auprès des militaires français et d'autres militaires, ils indiquaient que pour stopper les massacres à ce moment-là, il aurait fallu 40 000 hommes compte tenu de ce qu'était la situation, et on en avait infiniment moins. Et les effectifs de la MINUA, avant qu'on ait diminué, étaient de l'ordre de 2000. Donc ce que vous dites est très juste. Mais il y avait... Juste, quand on m'a évacué de Boutaré à Bujumbura, on était avec une dizaine de militaires français. Parce que c'était des Français, parce que des militaires français, ils étaient 10, ils ont réussi à nous faire traverser, on était milliers d'enfants. On ne peut pas me dire qu'ils ne pouvaient pas arrêter les massacres, ils pouvaient parfaitement dire aux génocidaires d'arrêter de tuer dans la région. Ils étaient... Roméo Dallaire, il raconte, avant que les massacres commencent, comment ils arrivaient à des endroits où on était en train de tuer des gens, et dès qu'on voyait un casque bleu arriver, les tueurs détalaient. Donc, on ne peut pas me dire que c'était impossible d'arrêter. C'était au moins possible d'arrêter la RTLM, qui a continué à émettre pendant la jeune Parce que Roméo Dallaire, dans ce cas-là, avec ses 270 hommes, ne les a pas arrêtés, ces massacres. Pourquoi est-ce qu'il ne les a pas arrêtés? Roméo Dallaire était présent. Il était à la tête d'une troupe multilatérale. Il aurait pu les arrêter si les choses avaient été aussi simples. Il ne l'a pas fait. Des témoignages, allons-y. Monsieur, parce que vous dites que la France a vendu carrément des armes. Hein. Non, moi je ne dis rien. Non, attendez. Oui. Vous parliez d'un livre réquisitoire. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que dans ce livre, il n'y a que des faits. Ensuite, chacun tire la conclusion qu'il veut. Il n'y a pas de conclusion à poser. Et oui, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Ça n'est pas à charge. C'est simplement tel jour à telle heure, il s'est passé ceci. Je raconte une histoire. Point. Des témoignages. Point. Oui, vous citez avec des moments précis. Vous dites même à telle heure, dans tel aéroport, il y a eu ça. C'est très précis. Le chèque, le montant en dollars de la vente d'armes, il n'y a aucune charge. Il n'y a aucune charge des faits. Pour revenir sur les propos de M. Cazeneuve, M. Cazeneuve vient de nous dire que la France n'est pas la seule à avoir de responsabilité au Rwanda. Mais c'est une évidence, et jamais personne n'a discuté ce fait-là. C'est une faillite de tout le monde, le Rwanda. Simplement, il se trouve qu'il y a un pays qui n'a pas encore osé se confronter aux faits, c'est la France. Et ce travail de la mission d'information parlementaire est conséquent, est intéressant. Je me demande qui l'a lu. Les parlementaires, voici 6 ans, en 1998, formulent à la fin de leur travail un certain nombre de conclusions et recommandations ayant relevé des dysfonctionnements institutionnels, ayant relevé un certain nombre de points, formulent des conclusions et recommandations. Vous les prenez aujourd'hui, pas une n'a trouvé le moindre début d'application. Ça fait 6 ans, c'était historique. C'était la première fois dans l'histoire de la Ve République que le législatif regardait, scrutait ce qu'avait fait l'exécutif. C'était d'un point de vue institutionnel, on n'avait jamais vu ça. Un travail énorme, des mois d'enquête, qui passe à la poubelle. C'est formidable. Et est-ce que l'histoire de la cohabitation en France, il faut rappeler qu'à ce moment-là, Mitterrand était président, Balladur était à Matignon, etc. C'était un gouvernement de cohabitation. Juppé était aux affaires étrangères et un certain Dominique Villepin était son directeur de cabinet. Est-ce que ça a joué dans les lenteurs et l'indifférence de ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Est-ce que ça peut expliquer? Ce qui est formidable sur l'engagement politique français au Rwanda, c'est la continuité. C'est-à-dire de 1990
Aujourd'hui, vous êtes sur une continuité politique absolument étonnante. Et que ce soit la droite, la gauche, ça n'a aucune importance. C'est pas le problème. C'est pas un problème de droite et de gauche. C'est une continuité. Et c'est formidable. Et c'est stupéfiant. Enfin, formidable dans le sens de stupéfiant. On ne comprend pas. Comment se fait-ce? Moi, je voudrais dire, je trouve que c'est d'un égocentrisme un petit peu déplacé de transformer cette discussion en défense et accusation de la France. Certes, le génocide, c'est au Rwanda. Le génocide, c'est 2 millions de personnes essaient de tuer 1 million de personnes. Ils en tuent 900 000. Ils auraient tué la totalité des Tutsis s'ils avaient pu. C'est ça le point de départ. 2 millions de personnes prennent des machettes et vont tuer 1 million de personnes. Pour être clair, 2 millions d'Africains tuent d'autres Africains. Hein, c'est ça le génocide. Voilà. Donc ça c'est pour répondre. Alors après à votre question sur le regard extérieur, puisque ça semble être ce qui intéresse finalement les gens ici. C'est normal. C'est tout à fait normal. Oui. Il faut. Alors moi je voudrais juste faire un petit rappel de ce qui s'est passé il y a quelques semaines quand on a vu que les archives de la Royal Air Force publiaient des photos tout à fait étonnantes. C'était des photos des survols des camps de concentration. Voilà, où on s'est aperçu que les pilotes photographiaient tous les jours, les camps d'extermination. Dachau, Auschwitz, etc. On voyait les trains arriver, on voyait les gens aller dans les fours crématoires, on voyait. Et il n'y a jamais eu un obus qui est tombé sur une ligne de chemin de fer, pourtant il y en avait que 6 puisqu'il n'y avait que 6 camps. Jamais aucun obus n'a attaqué une ligne de chemin de fer. C'est ce qui s'est passé au Rwanda. Ni plus, ni moins. Il n'y a jamais un obus qui est tombé sur une ligne de chemin de fer qui allait vers un des 6 camps d'extermination. C'est ça la responsabilité de tous. Mais ça ne déresponsabilise absolument pas ceux qui ont tué les tueurs du régime nazi, comme les tueurs du régime Tutsi. Il ne faut pas oublier quand même le génocide, parce que quelles que soient les complexités de la France, de l'ONU, qui sont énormes, et le bouquin de Patrick est formidable là-dessus, mais le travail de la commission d'enquête aussi, mais quelles que soient les responsabilités, elles sont de toute façon secondaires par rapport, et c'est pour ça que c'est fascinant un génocide, c'est pour ça que ça nous fêle quelque part, pour ça nous taraude, ça nous empêche de dormir, et qu'on ne se remet pas de la Shoah, et qu'on ne se remettra pas du génocide Tutsi, c'est parce qu'à un moment donné, il y a cette extermination qui est en marche et qu'on ne comprend pas. C'est-à-dire qu'on est en face de l'indicible et de l'incompréhensible. Ça nous renvoie au mystère de l'homme. Comment un homme peut faire ça? Exactement. Comment un homme? Exactement. Et c'est ça qui est bouleversant. C'est ça qui est bouleversant, plus que de savoir mais je suis bien d'accord. Mais quand même, non, mais je suis bien d'accord. Mais pardonnez-moi, c'est important aussi de savoir si nous, Français, on peut être fiers de ce que nous avons fait. C'est quand même important. C'est quand même important. Ça n'exclut pas la responsabilité, évidemment, de ceux qui ont commis le génocide. Par rapport à ce que vient de dire Jean Asfeld, je crois que c'est un problème de fond, et moi je voudrais lui répondre sur ce point-là. Le problème est à ce point tragique, il a engendré tellement de souffrance que si nous, responsables politiques, et notamment parlementaires, nous sommes en mesure de situer dans le cadre du contrôle de l'action de l'exécutif, par le renforcement des pouvoirs du Parlement, l'action qui a été conduite par l'exécutif pour faire en sorte que des enseignements soient tirés. C'est quand même ça le politique. Et c'est un devoir moral que nous avons que de faire ce travail-là. Et il est tout à fait normal qu'on en parle. Je vais vous dire juste une réponse vraiment très brièvement. Face à un génocide, les appareils politiques d'État, alors l'appareil politique, l'appareil judiciaire, la religion, tout ça vole en éclats. On l'a vu en Allemagne et on l'a vu au Rwanda. Alors ça, expliquez-moi. Expliquez-moi. On parle de religion. Oui, non, mais c'est pas. Non, mais attends. Là, je suis. Par rapport à ce que disait Mario, votre bonne volonté, aussi louable soit-elle, ne sert à rien. Elle ne sert. Non, je ne partage absolument pas votre sentiment. Parce qu'on parlait tout à l'heure au début de l'émission de la possibilité de faire en sorte que ces génocides ne se reproduisent pas, alors que déjà le XXe siècle nous en a donné. Non, les génocides ne se reproduisent pas, alors que le XXe siècle nous en a déjà donné 3. Et bien moi, je suis absolument convaincu que dans le travail de vérité que l'on fait à travers l'introspection historique, le travail historique, l'honnêteté intellectuelle que ce travail historique suppose, à travers les prises de position politiques que l'on prend courageusement avec les institutions dans lesquelles on travaille pour faire en sorte que des enseignements soient tirés. Quand on fait en sorte que la justice internationale existe, qu'un tribunal pénal international existe, ce sont autant de pierres modestes que l'on pose sur le chemin qui jalonne les droits de l'homme. Et c'est très important de faire mais ce travail-là. Comment vous expliquer 3 secondes, je fais un passage par les religions. Je suis allé au Rwanda, au Burundi, moi aussi, mais j'avais vu le poids des églises catholiques, la messe, les petites filles. Toutes les paroisses pleines, enfin, etc. Le silence des églises, des prêtres se transformant en bourreaux. Comment et le pape
silence du pape aussi, où j'ai pas Je crois entendu qu'il en a tout cas. encore parlé des génocides un peu au pluriel aussi. Les génocides. Des Alors, massacres. comment on explique à la fois le silence de Dieu et de ses représentants? Enfin, c'est incompréhensible. Là aussi, c'est incompréhensible. Et aussi, ça nous renvoie à la Shoah. Moi, je pense que contrairement à Le ce que pape vous est le dites... premier à avoir parlé d'un génocide quand même pendant les Quand faits. même. Oui, c'est le Mais premier à comment avoir ça se fait que parlé d'un l'Église, là-bas, génocide. n'ait pas dit stop? Comment ça se fait? Non mais, pas de Eh oui, réponse. non, c'est effectivement le premier homme à avoir parlé d'un génocide au Rwanda, Et oui. le pape. Et ensuite, effectivement, le problème qui s'est Et c'est quand même passé tout au pour Rwanda, toutes les tueries. c'est que c'est un pays... Il s'est tué pendant toute la tuerie. Absolument, Alors, absolument. alors le pape, enfin, on sait bien que dans un pays très catholique comme ça aurait eu une influence quand même. Plus qu'une Le influence. génocide, il ne parle que de massacres. Non mais, oui, pardon, Permettez monsieur un Bettel. mot là-dessus. Il faut aussi comprendre quelle était la situation au Rwanda à cette époque, du point de vue des médias. Il y avait un matraquage quotidien par la radio et les journaux. Annick, tout à l'heure, a évoqué le cas de la radio des Mille Collines, si j'ai bien compris. C'était la radio, qui a été la machine de propagande épouvantable du Appel à la génocide. haine, appel au meurtre. Les cafards, c'est la radio des c'est la Mille radio des Collines. Tous les matins, il désignait les gens qu'il fallait aller massacrer. Et il y avait des gamins qui partaient avec un transistor dans une main, la machette dans l'autre, et qui allaient exécuter les instructions de la radio des Mille Collines. Or, là encore, la France, dont on ne dira jamais assez les responsabilités dans les prémices de tout ce qui s'est passé, a quand même été le seul pays qui a essayé bien tardivement, puisque c'est seulement le 19 juillet. 19 juillet, c'est très tard. Le pire est déjà... commencé en avril. a apporté un énorme émetteur pour brouiller la radio des Mille Collines, ce qui est contraire à tous les principes de droit international. On n'a pas le droit de brouiller des émissions radio, on l'a fait quand même. Eh bien, bravo, le général Lafourcade a pris cette responsabilité. Mais c'est beaucoup trop tard, beaucoup trop tard. Cela faisait des le mois mal que la était mesure déjà était fait. demandée, Bon, c'est quand même aussi la France qui a participé à l'élaboration du statut du tribunal pénal international pour le Rwanda, qui juge désormais des journalistes. Ça ne s'est plus vu depuis le tribunal de Nuremberg qui avait jugé Streicher. Alors, c'est vrai, c'est trop tard. La mémoire des morts doit nous renvoyer constamment à notre responsabilité, mais il n'empêche que personne n'a rien fait, sauf très tardivement, trop tardivement, la France. Enfin, lorsque la France intervient, le génocide est consommé. Eh oui. Quelle est votre intime conviction, monsieur Saint-Exupéry, sur le rôle de la France? Je n'ai pas d'intime conviction. J'attends un discours politique. C'est l'occasion jamais quand même. Non, vous pouvez pas à la fois écrire votre livre sans parler d'intime conviction. J'attends un discours politique. Au jour d'aujourd'hui, 10 ans après les faits, nous n'avons toujours aucune réponse politique aux simples questions. Pourquoi la France s'est-elle engagée au Rwanda? Au nom de quels intérêts? En fonction de quelle analyse politique? Quel était l'intérêt de la France? Quel était l'intérêt des Français à un engagement aussi important au Rwanda? L'engagement important au Rwanda n'est pas discuté. C'est un fait. Maintenant, on ne peut, pour répondre à ces questions au jour d'aujourd'hui, qu'avancer des hypothèses, puisque les politiques n'ont rien dit sur ces points. Aucun responsable politique, responsable d'État, n'a essayé de répondre à ces seules questions. Donc, tout ce qu'on va dire, ça sera des hypothèses. C'est gratuit, ça n'a pas de valeur. Pourquoi vous dédiez votre livre à Dominique de Villepin, vous? Je ne le dédie pas à Dominique de Villepin. Moi, non. Comment? Non, je lui ai écrit une lettre. Non, Je lui ai vous écrit une adressez lettre. à Dominique de Je lui ai Villepin. écrit une lettre. C'est comme une sorte de lettre. Tout à fait, grande tout lettre, à votre fait. livre à Dominique de Villepin. Pourquoi Dominique de Villepin? Parce qu'il y a quelques mois, j'allume ma radio et j'entends Dominique de Villepin, ministre des Affaires étrangères, parler au nom de la France des génocides. Des génocides. Au pluriel. Des génocides au pluriel. Comme si c'était une série de actes contre génocide qui poulaient l'œuf, quoi. C'est ça? Et quand j'entends ça, les bras m'en tombent. Ça fait 10 ans que ça s'est passé. Les faits sont connus. Il y a eu un génocide en Rwanda. Pas des génocides. Un seul, unique, singulier. Un génocide. C'est pour banaliser de dire qu'il y a des génocides. Lorsqu'on parle on parle de plus rien, puisque c'est simple. La réalité, je veux dire, c'est simple. Aujourd'hui, il y a encore un pays au monde, un seul pays au monde, qui parle des génocides au Rwanda, puisque je reprends le propos de M. Villepin, c'est la France. Il n'y a aucun autre pays au monde qui avance cette notion de génocide au pluriel à propos des événements rwandais. C'est tout. Monsieur Hetfeld. Je voudrais quand même dire quelque chose. Avant le génocide, tout ce qui a été dit, c'est-à-dire tous les télégrammes, tous les signaux d'alerte qui ont été lancés, il y en a eu beaucoup, n'ont pas été entendus, et ça ne m'étonne pas. Je veux dire qu'il faut aussi comprendre ce que c'est qu'un génocide. C'est quelque chose d'inouï, et je le crois volontiers qu'on n'y croit pas. Moi, je trouve c'est trop. C'est-à-dire, on peut avoir un télégramme sur sa table qui vous dit qu'il y a un génocide en préparation. Vous ne dites pas qu'il y a un génocide en préparation. C'est comme ça la vie. C'est comme ça l'histoire. On l'a vu trop souvent. Donc, c'est pas ça. Menace d'attentat sur New York. L'avion s'écrase sur le World Trade Center. Personne On n'y croit va, pas. mais on n'y croit pas. Oui. Donc, après,
il y a autre chose, c'est le début du génocide. Le début du génocide, donc c'est un génocide, et c'est exactement comme ce qui se passe en Europe. Le génocide se fait à ciel ouvert, c'est-à-dire qu'on tue dans les villes d'abord, puis on tue sur les routes, puis on tue sur les collines. Et ça se fait devant tout le monde. Et cela, personne n'intervient. Personne n'intervient, la France n'intervient pas, mais le Burundi non plus n'intervient pas. Le Kenya non plus, personne n'intervient. Moi, ce qui me fascine, c'est qu'à un moment donné, l'humanité, face à un événement aussi bouleversant et aussi traumatisant que le génocide, est tétanisé. Voilà, c'est ça, c'est ça qui... Bien sûr, qui vous laisse sans voix d'ailleurs, qui vous laisse toujours... Exactement. Qu'on n'y croit pas sur le moment ou qu'on parle de massacre, peu importe. Moi, je veux juste qu'on m'explique. On savait quand même ce qui se passait au Rwanda, peu importe les mots qu'on y mettait. Pourquoi accueillir Baraya-Gwiza pendant le génocide, alors que les massacres sont déjà commencés? C'est lui donner en quelque sorte une certaine légitimité qui fera que ce gouvernement-là continuera à tuer... Baraya-Gwiza est un membre du gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le gouvernement des tueurs, qui est reçu à Paris le 27 avril, c'est-à-dire en plein génocide, par les autorités officielles, par l'Élysée, le Quai d'Orsay, Matignon. Et on sait qui c'est. On sait qui c'est. C'est un idéologue. Ce qui vient d'être dit à la fois par Annick et Patrick Saint-Exupéry est vrai. Et c'est une faute. C'est une faute qui montre jusqu'où l'absurdité d'une politique peut aller lorsque cette politique se fonde sur des raisonnements qui sont complètement décalés de la réalité d'un pays. Et cette logique-là continue après le 6 avril en France, mais pas simplement en France. Elle se poursuit également aux Nations Unies. J'ai là un document qui est dans le rapport, qui est une audition de Kofi Annan, qui précise, lorsque nous allons le voir avec les membres de la mission dans son bureau aux Nations Unies, Kofi Annan dit que le Conseil de sécurité, par l'entremise du représentant spécial du secrétaire général et du commandant de la force, a maintenu des contacts avec le gouvernement intérimaire, donc génocidaire, dans le contexte de ses efforts répétés en vue d'assurer un cessez-le-feu. Toute la communauté internationale, dans un aveuglement qui montre à quel point... Les bras vous en tombent quand on dit ça. Exactement, mais c'est toute la communauté internationale. Le gouvernement belge refusera de rencontrer M. Baraya-Gwiza. Toute la communauté internationale, dont le représentant des Nations Unies, dans cette idée qu'il faut parler à toutes les parties pour faire en sorte que les conflits cessent et que les massacres s'arrêtent, vont jusqu'aux limites de ce qui est tolérable en matière de dialogue avec ce gouvernement intérimaire pour qu'il arrête ces massacres. Et le cessez-le-feu, on essaie de tout faire pour... Bon. Et je crois qu'effectivement... Trop tard, c'est au mois de juillet 1994, au moment de l'opération turquoise, que notre représentant dans la zone multiplie les télégrammes diplomatiques pour dire au Quai d'Orsay, arrêtons de dialoguer avec ces gens-là. C'est ça, il faut y aller par contre sur place. Et qui ne sont absolument pas représentatifs. Et il reçoit une réponse, effectivement, ça doit être le 19 juillet, si j'ai bonne mémoire, de la part du Quai d'Orsay, qui lui dit arrêtez de discuter avec ces gens qui ne sont absolument pas représentatifs. Ce que nous aurions dû faire avant, ce que nous aurions dû faire avant, et ce qui aurait été souhaitable de faire dans la zone turquoise, c'était non pas de les laisser passer pour éviter qu'ils continuent à nuire, ça aurait été de pouvoir définir les moyens de leur arrestation et de leur mise immédiatement devant le tribunal pénal international, parce que c'était des criminels et des génocidaires. Monsieur Batté. Un mot sur la mobilisation de l'opinion publique, très rapidement. Et pour l'avenir, moi, ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse tous, c'est l'avenir. Justement, deux choses. La première, j'ai été très sensible à ce qu'a dit Jean Hatzfeld concernant l'existence des images des camps de concentration, Buchenwald et surtout Auschwitz et Birkenau. Le problème, c'est que personne n'a vu ces images, à part les militaires de la RAF, et elles n'ont pas été diffusées dans l'opinion publique. Pour ce qui concerne le Rwanda, à partir de quel moment l'opinion publique internationale s'est mobilisée? À partir du moment où 3 journalistes de la BBC revenant d'Afrique du Sud filment des cadavres au fil des eaux et dans le lac. Et là, tout d'un coup, en 24 heures, ça fait le tour du CNN à l'appui, le monde entier se mobilise. J'ai l'habitude de dire à mes étudiants, il y avait 5 membres permanents au Conseil de sécurité, il y en a 6 maintenant, le 6e c'est CNN. Car CNN permet de déclencher la mobilisation du Conseil de sécurité, des votes, etc. Première observation, donc la nécessité des images pour, hélas, mobiliser l'opinion sur un génocide. Deuxième observation, elle est peut-être purement sémantique. Je trouve que le mot génocide s'est un peu dévalorisé parce qu'on en a fait un usage abusif. Et on a banalisé l'expression. Et ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce que quand certaines vedettes parlent de, je ne dirai pas les noms, mais vous les retrouverez, parlent du génocide des bébés phoques,
ou des génocides des pingouins quand on est écologiste, etc., c'est scandaleux. Parce que le génocide, on sait ce que c'est. Il y a une convention de 1948, votée à Paris la veille de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci René Cassin qui l'a rédigée. Ça correspond à quelque chose de précis, c'est la Shoah. Et c'est le Rwanda. Et c'est le Rwanda. Là, on a le droit de parler de génocide, mais on n'a pas. Il faut faire la guerre à tous les intellectuels, les journalistes, etc., qui emploient ce mot de façon. Et comment peut-on faire la guerre aussi pour que des génocides ne se reproduisent plus? Eh bien, il faut commencer par faire lire aux nouvelles générations les actes de Nuremberg, les actes du tribunal pénal et les livres, ceux dont vous avez parlé aujourd'hui, mais il y en a d'autres, etc., sur ce qui s'est passé au Rwanda. Il faut multiplier les témoignages d'Annick bouleversants. Et donc, moi, je pense que je ne dormirai pas non plus beaucoup la nuit prochaine après l'avoir entendue. Et il faut qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse parler, pour que les gens sachent. Je crois qu'il y a aussi une culture anti-génocidaire qu'il faut développer. Merci beaucoup. Vous retournerez au Rwanda? Bien sûr, j'y retourne très très régulièrement. J'en reviens et j'y reviens. On ne peut plus ne pas y aller. Non. Vous-même? Un jour. Un jour. Et vous-même, Annick, vous retournerez? Moi, je retournerai au Rwanda et j'aimerais que mes enfants retournent au Rwanda. Vous leur montrerez quoi en premier? J'amènerai. Alors, le problème à moi et celui des autres, c'est qu'on n'a pas enterré nos morts. Nos morts sont un peu partout au Rwanda, mais le génocide ne réussira pas au Rwanda parce qu'il a presque réussi. On est tous complètement des morts vivants, mais il ne réussira pas complètement parce qu'on retournera vivre au Rwanda, on retournera vivre avec ces génocidaires pour que leurs enfants ne soient pas des génocidaires. Merci beaucoup, Annick. Merci. Si vous voulez prolonger le débat, évidemment, vous pouvez rejoindre le site de France 5, france5.fr, sur lequel demain vous retrouverez mardi à 14h30 un de nos invités présents à ce débat. Je vous remercie d'avoir suivi. Cet invité aura l'occasion de faire un chat avec notre partenaire de la presse écrite, qui est un grand quotidien national qui paraît tous les après-midi. Donc à dimanche prochain sur France 5, la chaîne où vous êtes décidément si bien, et me dit-on, de plus en plus nombreux à nous suivre en France et dans le monde, grâce à TV5. Merci encore, Annick.